Bienvenue à tous à ce premier webinaire de l'année 2021 dédié à l'identifiant national de santé, donc l'INS. On est ravis de vous accueillir, on vous remercie pour votre inscription. Alors avant de commencer, on va rappeler quelques petites règles du jeu pour que la séance elle se déroule au mieux. Donc déjà d'une part, si c'est pas déjà fait, merci de vous renommer dans Zoom pour qu'on puisse facilement vous identifier, donc à minima votre nom et votre établissement. Et puis, comme je vous le disais, merci de couper votre micro et il y aura des moments dédiés au cours de la séance, voilà, au cours desquels vous pourrez nous poser vos questions et réactiver vos micros si besoin à ce moment-là. Dernière petite information, donc le support vous sera communiqué à l'issue de ce webinaire et vous pourrez également revisualiser, réécouter ce webinaire à l'issue de la séance. Alors aujourd'hui, on a voulu concevoir un webinaire qui vous était spécifiquement dédié. Donc côté participants, vous êtes uniquement entre établissements de santé, structures médico-sociales. Et pour vous présenter ce webinaire, on sera quatre intervenantes. Manuela, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour, Manuela Oliver, je suis le référent régional d'identité-vigilance en PACA, biologiste de formation, donc métier, et j'ai participé à l'élaboration du référentiel national d'identité-vigilance. Merci. Christelle, je te Oui, laisse te oui. présenter. Merci Margot. Bonjour à tous. Je suis donc Christelle Boulin. Je travaille au sein de l'ANS et je pilote en fait l'accompagnement du déploiement du projet INS. Et Léa, si tu veux te présenter. Donc, bonjour à tous, donc Léa Grenier donc de l'ANS. Je fais partie donc, de l'équipe d'accompagnement au déploiement de l'INS. Et donc moi-même, donc Margot Puguet, et je fais partie également de l'équipe d'accompagnement au déploiement de l'INS. Alors on va vous rappeler très rapidement les trois principales missions de l'Agence du numérique en santé, donc de l'ANS. Donc la première mission de notre agence, c'est de favoriser le développement de l'e-santé en France au travers donc de trois principales missions. Donc la première, comme c'est indiqué sur la diapo, qui va être de créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. Donc, ça va passer par des actions, par exemple, l'élaboration des référentiels de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, mais également la gestion de l'annuaire des professionnels de santé, la mise à disposition de moyens d'authentification et puis également l'accompagnement des structures de santé sur la cybersécurité. Et c'est dans le cadre de cette première mission que nous avons élaboré le référentiel INS sur lequel on reviendra ultérieurement. La deuxième mission de notre agence, c'est de permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques par le biais, par exemple, de financement d'appels à projets, également en favorisant la diffusion de connaissances via la plateforme de formation, l'organisation de rencontres, de webinaires comme celui d'aujourd'hui, également via notre plateforme de concertation et puis en accompagnement des projets pilotes. Et c'est dans le cadre de cette seconde mission que nous accompagnons le déploiement de l'INS. Et dernière mission de l'ANS, c'est d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Donc, par exemple, la mise en place du SI-SAMU Centre 15 national sur l'ensemble du territoire, mais également la gestion de l'espace de confiance des messageries sécurité de santé, puis encore la mise à disposition du portail de signalement des événements sanitaires indésirables et également du site d'information publique en santé, donc santé.fr. Donc aujourd'hui, notre séance, elle va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, on va vous présenter, vous rappeler les grandes notions de base sur l'INS. Une deuxième partie où on va plus se pencher sur le sujet de l'identité-vigilance. Vous verrez voilà, le référentiel national d'identité-vigilance qui a été publié en fin d'année dernière. C'est un document majeur et essentiel dans le cadre notamment du projet INS. Et donc, on verra comment s'articulent ces exigences et l'implémentation de l'INS. Alors, si vous vouliez couper vos micros, à ceux qui nous ont rejoints par contre.
Ouais, merci, parfait. Donc une deuxième partie plus sur l'identité-vigilance et enfin une dernière partie où on verra avec vous les actions voilà, que vous pouvez mener pour mettre en œuvre et déployer l'INS. Léa, je te laisse la main. Oui, merci Margot. Le projet INS vise à l'utilisation d'une même identité unique et pérenne donc, par l'ensemble des professionnels qui prennent en charge l'usager. Donc, l'identité INS est composée de 3 éléments. Donc, on a d'abord le matricule INS, donc, qui correspond au NIR ou au NIA. On reviendra un peu plus tard sur ce point-là. Le deuxième composant de cette identité INS, c'est l'OID. Donc, c'est un élément technique qui permet donc d'identifier si le matricule est un NIR ou un NIA. Et enfin, les 5 traits les 5 traits INS, le nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et lieu de naissance. Donc, cette identité INS permet donc de partager l'information médicale en toute sécurité et confiance. Et donc, les éléments, pardon, excusez-moi. Ces traits INS proviennent donc des bases de référence gérées par l'INSEE et qui sont interrogées par le téléservice INSI mis en œuvre par la CNAM à l'aide du GIE Sésame Vital. On va revenir sur ce point-là lors de la présentation. L'INS, comme vous le voyez donc, sur la feuille de route du national du numérique en santé, est un projet socle. Voilà. Et donc depuis le 1er janvier 2021, toutes les données de santé devront être référencées avec le matricule INS et les traits d'identité de référence. Donc, à quoi sert l'identifiant national de santé? Il sert à sécuriser le référencement des données de santé des usagers et il permet également donc, de faciliter l'échange et le partage des données de santé. Vous l'avez compris, l'identité INS est fondamentale pour la qualité et la sécurisation de la prise en charge, et la sécurité de la prise en charge. Donc, le matricule INS, qu'est-ce que c'est? Alors, le matricule INS, c'est le NIR. Il faut savoir que tous les usagers, à défaut donc, des étrangers de passage, disposent d'un matricule INS. Alors, il faut bien faire la différence entre le matricule INS et le numéro de sécurité sociale. Alors, je m'explique. Le matricule INS est identique au numéro de sécurité sociale servant donc au remboursement des soins quand l'usager est lui-même l'assuré. En revanche, par exemple, pour les enfants, on va avoir le matricule INS qui lui sera propre et il sera différent du numéro de sécurité sociale parce que généralement, ça va être le numéro de sécurité sociale d'un de ses parents. Donc, vous l'avez compris, le matricule INS
est utilisé lorsque l'on parle des données de santé. Alors, dans quelles conditions on utilise l'identité INS? Donc, l'identité INS est utilisée par le cercle de confiance. Donc, les personnes faisant partie de ce cercle de confiance sont les acteurs de santé et du médico-social impliqués dans la prise en charge de l'usager. Et donc, l'identité INS, son utilisation est réglementée avec le référentiel INS qui précise donc l'ensemble des mesures de sécurité et de modalités d'utilisation de l'INS. L'identité INS ne doit pas être utilisée en cas de doute sur l'identité d'un usager. Alors, une identité qualifiée, à quoi ça correspond? Donc, il faut savoir que l'identité qualifiée, c'est un terme important dans le projet INS. Et donc, une identité qualifiée est l'identité INS est qualifiée seulement donc, si l'identité de l'usager a été vérifiée par le biais des procédures d'identito-vigilance. Manuela va revenir sur ce point-là un peu plus tard dans la présentation. Et en plus donc, de cette procédure d'identito-vigilance, il faut que l'identité INS doit être récupérée ou vérifiée par le biais du téléservice donc développé par la CNAM. Donc, une fois que ces deux conditions sont réunies, on va pouvoir parler donc d'identité qualifiée. Donc, quelles sont les deux opérations donc, du téléservice? Donc, il y a une première opération où on va récupérer l'identité INS et une deuxième opération où on va vérifier cette identité. Et donc, pour réaliser ces deux opérations, il est nécessaire donc d'avoir une carte CPX nominative, donc une carte à puce pour accéder au téléservice. Donc, quand on parle de carte CPX, il s'agit donc de la CPS, donc la carte professionnelle de santé, la CPE, carte de personnel d'établissement, ou la CPF, carte de personnel en formation. Donc, si vous avez besoin de commander ces cartes, vous pouvez vous rendre sur le site donc, de l'ANS. Et donc, ce sont donc vos éditeurs qui doivent faire évoluer les logiciels pour pouvoir appeler le téléservice. Donc maintenant, on va rentrer concrètement dans les deux opérations. Donc la première opération donc, de récupération d'identité INS. Alors comment ça se passe? On peut appeler donc cette opération par la lecture automatique de la carte vitale ou par une saisie des traits d'identité. Et donc le téléservice va vous retourner, donc le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance, ainsi que le matricule INS. Une petite précision sur la carte vitale, c'est simplement un support pour appeler le téléservice. On ne va pas récupérer les informations qui sont dans la carte vitale. Donc, les informations donc, récoltées par le téléservice proviennent donc des bases nationales de référence. L'opération de récupération se fait de manière unitaire et le téléservice va vous retourner une seule réponse. Il ne va pas vous retourner plusieurs données. Donc, les données de ce téléservice ne peuvent pas être modifiées.
enfin, ce téléservice est déjà disponible. Donc, les éditeurs peuvent commencer les développements sur ce téléservice. La deuxième opération, donc la vérification de l'identité INS. Donc, dans quel cas on peut utiliser donc cette opération, c'est quand on va recevoir une donnée de santé extérieure à notre structure et on va devoir vérifier que les données transmises par exemple par un partenaire extérieur soient bien en cohérence avec donc, la base de référence. Et enfin, tous les 3 à 5 ans, il faudra vérifier que l'identité INS n'a pas évolué. Donc cette opération peut se faire de manière unitaire ou en masse. Voilà. Et cette opération est également disponible pour les éditeurs. Donc, vous l'avez compris, l'identité INS, elle doit être donc diffusée, que ce soit donc en interne. Donc, vous allez avoir votre référent d'identité, donc qui permet donc de créer ou de modifier une identité qui va véhiculer donc cette identité à l'ensemble des applicatifs en charge des données de santé, mais aussi cette identité doit être diffusée donc vers l'extérieur. Et donc pour ça, il y a des standards d'interopérabilité qui ont été revus pour prendre en charge l'INS dans ces standards-là. Donc, l'ANS, donc on a produit un guide d'implémentation qui permet voilà, aux éditeurs de savoir comment les données doivent être implémentées dans leur logiciel. On réalise également des entretiens téléphoniques avec les éditeurs pour savoir justement où ils en sont, connaître leur plan de déploiement. Donc, voilà, j'en profite pour, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat les éditeurs pour savoir si on a déjà pris contact avec eux. Et enfin, je vais vous montrer une enquête qui a été donc réalisée afin de savoir si quand les éditeurs réaliseront le déploiement, s'ils ont été autorisés CNDA. Parce qu'il faut savoir donc qu'une fois que votre éditeur a développé le téléservice, il doit être autorisé par le CNDA qui va vérifier que les développements ont bien été réalisés. Alors là, nous sommes sur le site donc du GIE Sésame Vital. Donc sur cette première partie, vous avez un catalogue qui permet de voir quel éditeur
est déjà référencé INS. Et voilà, donc sur cette partie-là, vous avez donc un calendrier qui reprend l'ensemble des éditeurs, les solutions, s'ils sont en cours d'autorisation CNDA ou non, et la provision et la prévision de déploiement. Margot, je te laisse la main sur Oui, ça la marche. partie calendrier. Ouais. Merci Léa. Oui, pour revenir et pour terminer cette première partie de présentation, on voulait vous faire un rapide retour sur l'année 2020. Donc l'année 2020, elle a été marquée déjà par la stabilisation du corpus juridique, par la réalisation aussi d'une phase d'observation auprès de quelques établissements de santé et par l'instruction des problématiques remontées. On a également produit un certain nombre de documents pour vous aider à déployer l'INS. L'année 2020, elle a été également marquée par l'ouverture des services à destination des éditeurs et bien sûr par la publication du référentiel national d'identité-vigilance sur lequel Manuela donc reviendra un peu plus tout à l'heure. Du coup, tu peux passer à la diapo suivante. Ouais, merci. Alors, le calendrier pour l'année 2021, donc le calendrier, il va être affiné tout au long de l'année. Peut-être quelques premiers grands jalons à vous donner. Donc, courant janvier, la DGOS va publier une note d'information donc relative justement à la publication du RNIV. Et en parallèle, l'instruction de 2013 dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, cette instruction va être abrogée, donc pareil, courant janvier. Au cours du premier trimestre 2021, l'arrêté qui va permettre de rendre opposable donc à la fois le référentiel INS, le guide d'implémentation dont vous a parlé Léa et que vos éditeurs doivent respecter, et le référentiel national d'identité-vigilance. Donc cet arrêté va être publié courant T1 2021 et également courant T1 2021. La mise à disposition de certificats serveurs comme modalité complémentaire pour accéder au téléservice INSI. Et on le rappelle aujourd'hui, comme Léa l'a précisé, seule la carte CPX vous permet d'accéder au téléservice INSI. Et puis à partir de septembre, a priori, des mesures permettant de contrôler la conformité des logiciels aux différents référentiels que je vous ai mentionnés. Donc voilà, des mesures vont être lancées à partir de septembre, en tout cas d'ici la fin d'année 2021. Et puis en parallèle de ces grands jalons, bien entendu, on continue toutes nos actions d'accompagnement qu'on a engagées au cours de l'année 2020, que ce soit à destination des éditeurs ou à destination des structures. Après cette présentation que vous a fait Léa, un peu technique, et puis sur l'identité INS, moi je vais rentrer plus dans le métier et vous parler d'identité-vigilance et en particulier du référentiel national d'identité-vigilance. Alors, pourquoi un référentiel national d'identité-vigilance? Tout simplement parce que lors des premiers travaux qu'a mené l'ANS en 2020, même début 2020, avec les établissements pilotes, il est apparu que les pratiques d'identité-vigilance étaient très hétérogènes d'une région à une autre, voire même dans une même région. Or, le référentiel INS nous dit l'identité de l'usager doit être vérifiée par le biais de procédures d'identité-vigilance. On n'avait pas de texte réglementaire d'identité-vigilance. On avait pour les établissements de santé une petite instruction de 2013 d'une demi-page qui était assez légère et qui ne définissait pas, on va dire, les bonnes pratiques métiers. C'est pour cela que quand l'ANS a fait remonter cette problématique, la DGOS a sollicité des référents d'identité-vigilance de certaines régions pour élaborer un guide d'identité-vigilance et on en a fait un référentiel d'identité-vigilance. Ce référentiel, il a été rédigé en parallèle avec le guide d'implémentation de l'identité INS à l'usage des éditeurs, tout simplement pour que les deux documents soient en cohérence, puisque dans le référentiel d'identité-vigilance, il y a des exigences concernant les systèmes d'information et il fallait bien qu'elles se retrouvent dans le guide d'implémentation. On peut passer à la diapo suivante.
Donc, ce RNIV, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs volets déjà. Pourquoi? Parce qu'il va être opposable à tous, aux usagers, aux professionnels et aux éditeurs. Et on n'a pas les mêmes problématiques d'identité-vigilance, donc on n'est pas obligé de mettre en place tout à fait les mêmes contraintes si on travaille dans un secteur à risque. Alors, secteur à risque, pas moi, un établissement qui fait de la radiothérapie ou un hôpital, ou si on travaille dans un secteur qui est moins à risque, en particulier le monde médico-social. Donc, il y a un volet socle qui est commun à toutes les structures et après, c'est décliné en volets spécifiques selon les structures, donc hôpital, médico-social, le monde libéral. Il y a également des volets de gouvernance. Les deux premiers volets de ce RNIV, donc le socle et le RNIV opposable aux établissements de santé, sont disponibles depuis le mois de novembre sur le site du ministère de la Santé et tout récemment, le 8 janvier, le ministère a envoyé une note aux ARS et cette note, normalement, elle doit vous être adressée, établissement de santé. Cette note précise donc bien qu'il existe ces deux RNIV et surtout, cette note, ça c'est très important, abroge l'instruction ministérielle de 2013. Où il y avait des règles de saisie, donc c'est l'instruction 281 DGOS sur MSIOS de juin 2013. Cette instruction est donc abrogée. Diapo suivante. Voilà. Donc, quand on a rédigé le RNIV, le référentiel INS était déjà paru et c'était tout à fait cohérent qu'on utilise évidemment la même sémantique que celle qui était présente dans le référentiel INS et la même sémantique sur l'identité INS. Donc, vous avez la sémantique sur la diapo. Donc, je rappelle, Léa l'a déjà dit, mais bon, je redis. L'identité INS, c'est un ensemble d'éléments, un matricule, le NIR ou le NIA, un OID, l'identifiant technique, et les traits de référence qui sont le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance qui seront séparés par une virgule quand ça redescendra du téléservice, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance, donc en code géographique officiel, en code INSEE. Dans le RNIV, il fallait qu'on prenne en compte le fait qu'on aurait une trajectoire pour que les systèmes d'information soient tous compatibles avec l'identité INS. Et c'est pour ça qu'on a rajouté en trait obligatoire le premier prénom de naissance, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire patient si jamais les logiciels n'avaient pas des champs assez longs pour accueillir une liste de prénoms dans la phase, on va dire, de transition. Le RNIV prévoit des traits complémentaires, alors on ne va pas les lister tous ici, mais ce qui est très important, c'est le nom utilisé. Globalement, c'est le nom d'usage, le nom qu'utilise la personne dans la vie courante. Et le prénom utilisé, c'est le prénom usuel. Ça, c'est un peu une avancée, car peu de logiciels le proposent à l'heure actuelle. Le RNIV dit il faut qu'il y ait un champ distinct du champ premier prénom et qui permet de saisir le prénom qu'utilise l'usager dans la vie courante, et c'est avec le nom utilisé et le prénom utilisé qu'on va dialoguer avec l'usager dans le dialogue soignant-soigné. Je vois une question dans le chat. Le matricule INS, ce n'est pas obligatoirement égal au numéro de sécurité sociale. Je reviens sur ce qu'a dit Léa tout à l'heure. Ça sera égal au numéro de sécurité sociale pour quelqu'un qui cotise à l'assurance maladie. Par contre, pour les enfants, ça ne sera pas la même chose. Les enfants ont un matricule INS personnel qu'ils ont quand ils sont immatriculés à la naissance à l'INSEE. Et par contre, le numéro de sécurité sociale d'un enfant, c'est le numéro de sécurité sociale du parent qui l'assure. Donc, ce n'est pas toujours la même chose. Et il faut vraiment bien faire attention quand on parle de ça, de bien utiliser le nom matricule INS quand on parle de référencement de données de santé. Le numéro de sécurité sociale, c'est un numéro de facturation. Ils peuvent être identiques ou pas, mais il ne faut pas faire de raccourcis, ça me paraît très important. Diapo suivante. Le RNIV introduit des statuts supplémentaires aux statuts qui existent actuellement dans la plupart des référentiels identité hospitaliers. À l'heure actuelle, on a un statut qui s'appelle identité provisoire, qui est le statut de plus bas niveau de confiance, qui est le statut par défaut de toute identité qui est créée manuellement, qui est saisie.
Si on contrôle la cohérence de cette identité numérique avec l'identité portée sur une pièce d'identité de haut niveau de confiance, on peut passer cette identité à l'état identité validée. Ces deux statuts qui sont existants actuellement, ils ne renseignaient pas sur le fait que l'identité provenait du téléservice ou pas, et donc est-ce que c'était une identité INS ou pas. C'est pour ça que le RNIV rajoute deux statuts supplémentaires, un statut identité récupérée, qui dit c'est une identité qui n'a pas été saisie localement, elle est en provenance du téléservice, mais sa cohérence n'a pas été contrôlée à l'aide d'une pièce d'identité. Et le statut de plus haut niveau de confiance, qui est le seul qui permette la transmission du matricule INS, c'est le statut identité qualifiée qui répond donc aux deux conditions. L'identité provient du téléservice et a été vérifiée à l'aide de procédures d'identité-vigilance, donc avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance. L'utilisation des statuts de l'identité est obligatoire, hein, c'est une exigence. Votre éditeur doit obligatoirement vous les proposer et vous devez obligatoirement les utiliser. Il y a une exigence système d'information et une exigence pratique professionnelle. Le RNIV recommande donc d'utilisation facultative l'utilisation des attributs. Il en a mis 3 en avant, hein, ce qui n'empêche pas qu'il peut en exister d'autres. L'attribut identité homonyme qui dit simplement, attention, quand je vais travailler sur cette identité, quand je vais la rechercher, quand je vais sélectionner un dossier, il faut que j'ai plus d'attention parce que dans ma base, il y a d'autres identités qui sont approchantes. Et deux autres attributs, l'attribut identité douteuse et l'attribut identité fictive. Donc, identité douteuse, c'est à utiliser quand on a un doute sur l'identité déclinée par l'usager, en particulier quand on suspecte une utilisation frauduleuse de l'identité d'un autre usager. Identité fictive, ce sont des identités qu'on peut être amené à utiliser à l'hôpital quand un patient inconscient, incapable de décliner son identité se présente. Et à ce moment-là, il faut l'enregistrer pour le prendre en charge. Et tous les hôpitaux ont des procédures. Ça va être inconnu suivi de la date du jour ou X suivi de la date du jour, etc. La présence d'un attribut douteux ou d'un attribut fictif interdisent l'appel au téléservice. À partir du moment où, alors ce n'est pas obligatoirement sur la diapo, mais à partir du moment où on a qualifié une identité INS, les traits INS doivent remplacer les traits locaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir coexistence de deux jeux de traits, des traits, une identité locale associée à une identité INS. Il y a un seul jeu de traits dans le système d'information, c'est l'identité INS. Voilà, diapo suivante. Le RNIV s'intéresse également à la validation, au process de validation des identités et interdit la validation automatique des identités. On sait qu'il y a des établissements qui avaient des process qui disaient cette identité, elle a été créée depuis 48 heures, elle n'a pas été modifiée, donc c'est qu'elle est bonne, je vais la valider. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas aperçu d'une erreur dans les 48 premières heures qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, le RNIV, il précise bien, la validation, c'est une action volontaire de l'utilisateur après réalisation du contrôle de cohérence. Il a fallu aussi réfléchir, puisque ce sont des cas de plus en plus fréquents, sur comment on enregistrait un usager, comment on validait son identité sans qu'il soit physiquement présent. Et ce cas est prévu également dans le RNIV avec des pistes. Alors, il y a des choses qui seront appelées à évoluer, notamment avec l'arrivée de moyens d'authentification substantielle qui vaudront pièces d'identité. Et en particulier, l'application carte vitale, la carte vitale électronique, qui devrait porter dans les années à venir un dispositif d'authentification substantielle. On peut changer. Voilà. Et donc, très brièvement, le guide d'implémentation, il est, comme je vous l'ai dit, tout à fait en cohérence avec le RNIV et il traite de l'identité de l'usager dans les logiciels maîtres, donc les champs obligatoires, la longueur des champs, etc. De la gestion de l'identité, donc les statuts, comment passer d'un statut à un autre statut, qu'est-ce qu'on transmet comme statut, hein, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va pouvoir transmettre une identité INS à d'autres logiciels, comme le dossier patient informatisé, et en particulier le matricule INS.
et traite évidemment de la transmission de l'identité par les flux d'interopérabilité, que ça soit dans un domaine d'identification ou hors du domaine d'identification. Le guide d'implémentation, comme le RNIV, hein, mais je vous ai fait un panorama très rapide du RNIV, traite évidemment du pilotage des identités, donc les indicateurs qu'on doit pouvoir fournir, que les éditeurs doivent pouvoir mettre à votre disposition. Donc, dans cette dernière partie, on va essayer de voir avec vous quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mener pour mettre en œuvre l'INS. Alors déjà, peut-être avant d'entrer dans le détail, on vous invite à à identifier les personnes que vous pourrez intégrer donc dans votre équipe projet INS, on va dire. Donc pour les établissements de santé, on vous recommande d'inclure dans vos réflexions la responsable d'admission, un responsable identito-vigilance et un responsable système d'information. Et pour les structures médico-sociales, c'est plus en fonction de votre organisation, mais dans la mesure du possible, veillez à intégrer donc des personnes qui vont être référentes, qui vont être en charge de la création de l'identité, de l'identito-vigilance, par exemple, si vous avez un référent qualité, et également des personnes référents de votre système d'information. Voilà, et Manuela, du coup, je te laisse Voilà. la main pour. Ok, je reprends la main. Du coup, l'état des lieux, même si votre logiciel n'est pas maintenant conforme, que votre éditeur est en retard et n'est pas au rendez-vous, moi, je vous conseille de le commencer maintenant parce que ça vous permettra déjà de réfléchir à vos nouvelles pratiques, à vos nouvelles modalités d'organisation, d'identifier les points un peu sensibles et de difficulté. L'ANS propose qu'on a co-construit avec le réseau des référents régionaux d'identito-vigilance, un questionnaire d'auto-évaluation qui est très détaillé et qui vous propose un plan d'action derrière très détaillé une fois que vous avez rempli les premiers onglets. Moi, je vous conseille de l'utiliser et de le faire. C'est ce que je fais faire en PACA aux établissements que j'accompagne et ils en sont vraiment très contents. Ça permet vraiment de poser l'état des lieux et l'existant. Donc, vous avez à vous interroger finalement, est-ce que je suis à l'heure actuelle conforme aux principales mesures du RNIV, donc celles que je vous ai décrites succinctement là précédemment, mais pas que, il faut que vous preniez connaissance du RNIV parce que la présentation là ne parle pas de tout, on ne pouvait pas tout évoquer dans le RNIV. Est-ce que j'utilise pour créer une identité tous les traits qui seront bientôt obligatoires, avec un point d'attention sur le code de la commune, le code du lieu de naissance, parce qu'en règle générale, ce n'est pas un champ qui est obligatoire pour créer une identité dans les systèmes d'information. Si vous avez moyen de le rendre en obligatoire tout de suite, faites-le et petit à petit, vos identités des patients qui reviennent seront plus conformes et plus complètes. Faites l'inventaire de vos points de création d'identité. Moins il y en a, mieux on maîtrise les pratiques. Et il faut parfois oser s'interroger sur nos organisations, dire je faisais comme ça, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que vraiment tout le monde peut créer des identités, etc. C'est vraiment l'occasion de réformer un peu et de vous réinterroger sur tous ces points. Si vous pouvez auditer la qualité de votre base de données, donc combien j'ai de taux d'identité validés, est-ce que mes identités sont complètes, etc. Ça va vous donner une idée des problèmes que vous allez rencontrer, parce que vous en aurez forcément, et de la charge de travail que vous aurez quand vous récupérez l'identité INS. Dans les établissements de santé, normalement, vous avez tous une CIV. Si vous n'en avez pas, il faut en créer une, parce que sinon, vous n'en sortirez pas. Et si, par exemple, vous validez automatiquement les identités, ça, moi, je vous conseille d'arrêter de suite de le faire et voire peut-être de réfléchir à dévalider toutes ces identités qui seraient au statut validé, mais sans contrôle et du coup, qui ne seraient pas obligatoirement de confiance. Voilà pour cet état des lieux. Mais je vous conseille vraiment de télécharger le questionnaire d'auto-évaluation. Vous verrez, c'est très complet et c'est très aidant pour vous accompagner. Et si je peux juste rajouter… super, ouais. Je viens de vous mettre dans le chat du coup le lien vers le site
de l'ANS, donc Léa est en train de vous afficher et vous trouverez là dans l'espace documents à télécharger le questionnaire d'auto-évaluation que Manuela vous a mentionné. Je me permets juste de préciser qu'aujourd'hui, le questionnaire, il est très tourné vers les établissements de santé. Il n'est pas forcément adapté aux structures médico-sociales et on est en train justement de travailler dessus donc pour le décliner pour le médico-social et on devrait pouvoir très rapidement voilà, vous donner aussi un outil pour vous aider. Et comme tu étais Léa, sur le site de l'ANS, j'ai vu, si vous ne savez pas qui est votre référent régional, qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, votre référent régional en identito-vigilance, puisque la majeure partie des régions en ont un, vous avez la liste des référents régionaux également sur le site de l'ANS. Alors, juste, je voudrais, si je peux, répondre à une question qui a été posée dans le chat. Qui était une grande partie de nos identités ne seront pas correctes si nous devons prendre les tirets et apostrophes, ce qui veut dire réécriture, reformation à l'ensemble du personnel, etc. Réécriture, oui et non, parce que vous devez mettre votre base en conformité au fur et à mesure que vos patients reviennent. Donc, l'idée, c'est votre patient se présente, vous le cherchez dans votre système d'information, vous le trouvez, vous faites appel à votre téléservice INSI, vous récupérez l'identité INS et après le contrôle de cohérence pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur, que vous n'avez pas sélectionné le mauvais bénéficiaire, etc., vous dites, bon, c'est bien la même. Les traits de l'identité INS, ils vont écraser vos traits locaux. Donc, oui, ça va modifier vos identités, mais en flux, au fur et à mesure que vos patients reviennent. Si le patient ne revient pas, vous ne touchez pas à l'identité. Enfin, c'est mon conseil. Formation à l'ensemble du personnel, ça oui, forcément. Je ne vais pas en parler parce que je crois qu'il y a une diapo après dessus, Margot. Oui, ça fait, ouais. Écrire la charte d'identité, oui. Les étiquettes, par contre, le RNIV prévoit la liste des traits minimums à afficher sur les éditions, les écrans, etc. Et on a prévu de ne pouvoir, à minima, il faut mettre le premier prénom. Pas la liste des prénoms, parce que forcément, sur les étiquettes, on ne peut pas avoir toute une liste de prénoms. Les étiquettes, ce n'est pas très gros. Donc ça, c'est bien précisé dans le RNIV. Les traits minimum à imprimer, afficher, c'est le nom de naissance, le premier prénom de naissance, le sexe, la date de naissance. Voilà. Et on dit, s'il y a de la place et que l'identité est qualifiée, à ce moment-là, on complète et on rajoute le matricule INS. Et si on veut, les autres prénoms, la liste des prénoms de naissance et le code du lieu de naissance. Et donc, je confirme juste, mais j'ai répondu dans le chat. Donc, oui, les médecins libéraux sont bien concernés. Et pour le questionnaire pour le médico-social, on espère pouvoir le publier dans les prochaines semaines. Le RNIV qui concerne le monde libéral, que ce soit les médecins, mais aussi les infirmiers, les kinés, etc. C'est le volet 4 du RNIV. Et normalement, il devrait paraître annexé, comme les autres volets du RNIV, annexé à l'arrêté ministériel du référentiel INS V2. Le prénom usuel sur les étiquettes, vous êtes libre de le rajouter. Et le nom usuel aussi, vous êtes libre de le rajouter. Nous, on a dit à minima, il faut qu'il y ait ça. Maintenant, on a écrit, les structures sont libres de rajouter d'autres traits qui leur paraissent pertinents dans leur pratique. Il y a quand même, on ne voulait pas être trop contraignant pour les structures. Donc, si vous avez envie d'imprimer sur vos étiquettes, vous avez la place, le prénom usuel et le nom usuel, il n'y a aucun problème. Par contre, il faudra quand même qu'il y ait le nom de naissance, le premier prénom de naissance, le sexe, la date de naissance. Vous pouvez préciser l'anonymat pour les personnes accompagnées. C'est dans les centres type XAPA, des choses comme ça. C'est l'anonymat légal pour les cures de désintoxication. C'est ça? Oui, tout à fait, c'est les XAPA, les ACT ou les CARUT, etc. Alors, le référentiel INS et le RNIV précisent bien que l'identité INS ne doit pas être utilisée dans les cas légaux d'anonymat. Donc ça ne change rien à votre pratique. Vous êtes dans un cas légal d'anonymat, dans un cas d'un XAPA par exemple. À ce moment-là, vous continuez vos pratiques locales et vous ne faites pas appel au téléservice. Alors, le prénom usuel doit-il obligatoirement être mentionné sur la carte d'identité? Le RNIV vous laisse libre. Disent c'est la structure qui décide
si elle accepte de saisir un prénom usuel qui n'est pas présent sur une pièce d'identité, mais qui est décliné par le patient. Mais il faut que ça soit écrit dans la politique et la charte d'identito-vigilance. Il ne faut pas que ça soit un coup je dis oui, un coup je dis non. Et il faut quand même savoir qu'il y a un article du Code civil, c'est l'article 57 du Code civil, qui dit n'importe quel prénom de la liste des prénoms officiels peut être utilisé comme prénom usuel. Donc, si je reprends l'exemple de ma mère, Caroline, Martine, elle se présente en établissement de santé avec sa pièce d'identité. Elle dit moi, mon prénom usuel, c'est Martine. Là, c'est mentionné sur la pièce d'identité, si vous voulez, même si ça n'est pas souligné, même s'il n'y a pas écrit prénom usuel, 2 points égal, quoi. Alors, donc dans cette diapo, on vous présente les actions majeures à mener, même si vos éditeurs ne sont pas encore prêts. Toutes ces actions, elles sont reprises et elles sont détaillées dans le document qui s'appelle Guide d'accompagnement à la mise en œuvre de l'INS. Et ce document, vous le trouverez également sur le site de l'ANS. C'est le même lien que celui que je vous ai mis dans le chat. Alors, si on commence sur la colonne de gauche, donc organisation et identito-vigilance, déjà, comme vous le disait Manuela, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous appuyer sur le questionnaire d'auto-évaluation pour voir un petit peu les écarts avec la cible du RNIV. Et ensuite, il faudra que vous puissiez, bien entendu, mettre en place une gouvernance dédiée à l'identito-vigilance, si ce n'est pas déjà le cas, et en particulier, de vous assurer que des instances stratégiques et opérationnelles dédiées à l'identito-vigilance sont en place au niveau de votre établissement ou de votre GHT pour les structures qui sont concernées. Par la suite, il vous faudra, comme le rappelait Manuela, formaliser ou mettre à jour toute votre documentation qui est relative à l'identification de vos usagers, de vos patients. Donc, par exemple, la politique d'identification d'usagers, la charte d'identification, toutes vos procédures, la procédure d'accueil du patient ou de l'usager, procédure de signalement des événements indésirables, la gestion des anomalies, les doublons, fusions, collisions, etc., etc. Tous ces documents à rédiger sont d'une part rappelés, listés dans le RNIV et vous les retrouverez également dans le questionnaire d'auto-évaluation. La deuxième action va être bien entendu, et on avait commencé à en parler, de veiller à sensibiliser et à former votre personnel. Je pense que voilà, vous avez pu vous en rendre compte, il y a l'arrivée de l'INS a introduit pas mal de changements et donc c'est important de former correctement le personnel, en particulier les professionnels qui sont en charge de la création des identités, les référents identito-vigilance et les membres de la cellule d'identito-vigilance, le médecin DIM, le team, par exemple. Vous pouvez commencer dès à présent à préparer vos supports de formation et vous pouvez également vous appuyer sur des fiches pratiques, des fiches de com qui ont été réalisées par le 3 Rives et que vous trouverez là encore sur le site de l'ANS. Et une dernière action qui va être tout ce qui tourne autour de la gestion des nouveaux risques qui peuvent être liés à l'arrivée de l'identité INS. Potentiellement, l'identité INS, son arrivée, ça peut engendrer de nouveaux risques, par exemple l'erreur de sélection de bénéficiaires lorsque vous interrogez le téléservice INSI avec la carte vitale, ou des erreurs de sélection de dossier lors de l'accueil du patient. Donc voilà, pour pallier à ces nouveaux risques qui peuvent arriver, il faut que votre organisation puisse prendre en compte ces risques et les traiter en urgence. Donc que vous ayez un circuit de signalement adapté, des modalités de traitement et de résolution de ces anomalies qui soient prévues. Une dernière action, alors qu'on a positionné à mi-chemin entre le volet, on va dire, plus ORCA, identito-vigilance, et le volet système d'information, ça va être de réfléchir à votre stratégie d'alimentation. Donc, par exemple, alors ça sera aussi des choses que vous verrez lors de la phase de cadrage si vous vous appuyez sur le questionnaire d'auto-évaluation. Mais par exemple, de vous poser la question de qui va récupérer l'identité INS, à quel moment ce sera fait, en présence de l'usager, en back-office, en cas d'écart entre les traits locaux
qui pouvaient préexister et les traits renvoyés par le téléservice INS, qui va s'occuper du rapprochement? Est-ce que ça sera fait au niveau de l'accueil ou fait par la cellule d'interdictovigilance? Voilà, il y a tout un tas de questions que pose l'arrivée de l'INS, et auxquelles vous allez devoir réfléchir pour éventuellement retravailler votre organisation derrière. Sur le volet plus, donc système d'information, on en a parlé, les cartes CPX, donc même si, on l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, il y a la possibilité des certificats serveurs qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est uniquement la carte CPX, qui vous permet d'accéder au téléservice INSI. Donc il faut que vous puissiez, en commander, auprès de l'ANS si vous n'en avez pas. Les cartes CPX, elles doivent être nominatives, hein, je me permets de le rappeler. Donc on vous invite à vous rapprocher donc de l'ANS et n'hésitez pas aussi à nous mettre en copie si vous avez des difficultés, pour effectuer cette commande de cartes. La deuxième action, toujours cette partie plus système d'information, ça va être de prioriser les applications qui vont devoir intégrer l'identité INS. Alors, je le rappelle, hein, l'identité INS, elle doit référencer toutes les données de santé. Donc tous les logiciels qui gèrent de la donnée de santé vont devoir à terme, gérer l'identité INS. Après, pour vous aider à quand même à prioriser un petit peu, vos travaux, à minima, il faut que votre logiciel, mette des identités. Donc par exemple votre, généralement c'est la gamme, la GAP, donc logiciel administratif. Donc ce logiciel-là c'est vraiment un des logiciels prioritaires, qui doit évoluer pour vous permettre de récupérer l'identité INS et de qualifier cette identité. Et puis ensuite, les logiciels également à prioriser, ce sont tous les logiciels de dossier patient, de dossier usager. Donc par exemple, le DPI, voilà, le DUI, pour les, établissements, médico-sociaux. Également tous les systèmes de gestion de laboratoire, donc les SGL, le système d'information de radiologie, le RIS, tout ce qui est logiciel de prescription et logiciel de pharmacie. Tous ces logiciels sont à prioriser, et doivent être dans votre top priorité. Une fois que vous avez priorisé ces applications, les logiciels qui doivent, intégrer le plus rapidement possible l'identité INS, comme on vous l'avait déjà dit, l'étape, ça sera de contacter vos éditeurs et là encore, n'hésitez pas à vous appuyer sur le questionnaire d'auto-évaluation. Vous trouverez, on a recensé dans un onglet, l'onglet, système d'information, toutes les questions que vous devez avoir en tête lors de votre échange avec vos éditeurs. Voilà, toutes les questions que vous devrez leur poser sur les prérequis, les coûts, quand est-ce qu'ils pourront déployer la solution dans votre établissement. Voilà, il y a tout un certain nombre de questions, tout est listé donc dans le questionnaire. Et puis dernière action, bien entendu, ça va être de tester la bonne implémentation, de l'identité INS. Et sur le volet pour terminer, donc sur le volet juridique, donc là, les actions, ça tourne, autour, de la mise à jour de toutes vos conventions, de vos contrats de sous-traitance avec vos fournisseurs de logiciels, vos prestataires métiers, donc par exemple vos éditeurs, pour y intégrer, une mention sur l'INS. La deuxième action, de mettre à jour votre documentation qui est relative à la protection des données personnelles. Donc ça, je pense à tout ce qui est lié au RGPD, bien entendu, donc notamment votre registre de traitement. Et si vous avez réalisé également une AIPD, ces 2 documents-là, il faudra, les mettre à jour pour, de même, hein, pour y intégrer une mention sur, l'identité INS. Et troisième action, informer vos usagers, informer vos patients. Ils ne peuvent pas enfin, vos patients, vos usagers ne peuvent pas s'opposer à, la récupération, de l'identité INS, mais en revanche, vous avez, le devoir, l'obligation de les informer. Donc ça peut passer par des affiches, par une mention, dans le livret d'accueil, par exemple. Voilà et dernière action ouais, merci Léa. Donc Manuela vous a parlé de vos référents régionaux. Identitovigilance, toutes les régions n'en ont pas encore désigné, mais vous pouvez déjà,
prendre connaissance des régions qui ont désigné des référents et vous trouverez donc tous les contacts dans le fichier qui est sur le site de l'ANS. Donc n'hésitez pas à les contacter pour toute question. Ils sont là pour vous aider. Et puis plus largement, n'hésitez pas également, enfin, on vous invite vivement d'ailleurs, à vous rapprocher de vos interlocuteurs au sein de l'ARS et de votre grade pour reconnaître les mesures proposées par votre région pour vous accompagner au déploiement de l'INS. Et enfin, alors sur cette diapo qui est très dense, je rentrerai pas dans le détail. Et là encore, vous la retrouverez sur le site de l'ANS, mais on vous a recensé l'ensemble des documents qui sont pertinents, qui vous seront utiles. Donc j'en ai mentionné déjà une bonne partie. Et juste pour vous informer, donc le document n'est pas encore mentionné sur cette diapo, mais très prochainement, on va publier sur le site de l'ANS deux FAQ, des foires aux questions, hein, qui reprennent toutes les questions qu'on a reçues lors de nos précédents webinaires. Donc on a compilé toutes les questions pour y apporter des réponses. Donc voilà, ce document sera présent, sera publié très, très prochainement sur notre site. Merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas aussi à faire la pub des webinaires auprès soit de collègues ou d'autres structures. Vraiment, n'hésitez pas, c'est important. Effectivement, en cas de question, là, on a remis les 3 contacts là, de l'équipe d'accompagnement, donc Benoît, Léa et Margot. On vous propose de clore ici ce webinaire et puis très bonne année à vous tous et bon courage dans vos activités.